1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les promesses de fermeté du gouvernement italien, le renforcement annoncé du dispositif Frontex de contrôle aux frontières de l'Europe n'ont pas changé grand-chose. Le flux de migrants vers Lampedusa ne s'est pas tari pour les habitants de cette petite île qui vit du tourisme et de la pêche. L'heure est au désarroi. Les vacanciers fuient tandis que les clandestins continuent d'arriver par centaines. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Sébastien Le Belzic. Avec sa mer bleu turquoise, Lampedusa est un paysage de carte postale. Sur le front de mer, les loueurs de bateaux attendent impatiemment les clients. Matteo possède un petit voilier avec lequel il promène les touristes venus observer les tortues de mer. Beaucoup de touristes sont déjà partis parce qu'ils ont peur. Quelques mètres plus loin, les barques abandonnées par les passeurs sont échouées le long des quais. De vieilles couvertures, des bouteilles en plastique et des tentes de la Croix-Rouge sont laissées là, juste à côté des plages, où quelques rares touristes sont encore installés. Michele, lui, n'attend plus rien de l'Europe. L'île où il est né il y a 30 ans n'est plus un paradis, mais juste une porte d'entrée pour les migrants. Je ne suis pas la bonne personne pour dire comment ils peuvent nous aider. Mais ce que je pense, c'est que c'est leur responsabilité et leur travail d'imaginer les solutions pour nous sortir de là. Il n'en veut à personne, mais se dit désemparé. Les habitants de Lampedusa, perdus au milieu de la Méditerranée, se sentent très loin du reste de l'Europe. Un reportage Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 à Lampedusa. Alors cette nouvelle crise migratoire européenne met le gouvernement français sous la pression des oppositions à 9 mois des élections européennes. Une raison de plus pour dépêcher en urgence le ministre de l'Intérieur à Rome, dîné hier soir avec son homologue italien. Rien n'a filtré, mais il devait répéter le mot d'ordre lancé hier sur Europe 1, aider l'Italie à sécuriser ses frontières. Oui, mais pas d'accueil inconditionnel des migrants sur le sol français. Au Rassemblement national, cette crise est une preuve supplémentaire de l'incapacité européenne à régler la question, selon sa chef de file, Marine Le Pen. La Commission européenne ne doit pas s'attribuer des pouvoirs qui doivent rester aux nations parce qu'il en va de leurs droits fondamentaux. Il en va du droit fondamental d'une nation et d'un peuple de décider qui vient chez lui, à quelles conditions et qui doit partir et quand. Ça n'est pas à Madame von der Leyen de décider. Et quand je l'entends, comme elle l'a fait aujourd'hui, dire c'est l'Union européenne qui décide qui entre, je viens lui dire non madame, ce sont les nations qui décident et ça ne peut pas être l'Union européenne parce que si vous le faites à la place du peuple français, alors vous rompez avec le processus démocratique. Marine Le Pen sur TF1 hier soir. La chef de file du Rassemblement national qui a par ailleurs clarifié les rôles au sein du parti. Je suis la candidate naturelle de mon camp pour 2027. Ce n'est pas encore une déclaration de candidature à la présidentielle, mais c'est déjà un jalon de posé pour la prochaine présidentielle. Marine Le Pen veut garder la main et confirme le message envoyé le week-end dernier au jeune président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Son heure n'est pas encore venue, mais en cas de victoire, elle en fera son Premier ministre. Et ça tombe bien, Jordan Bardella sera, je vous le rappelle, à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Elisabeth Borne, elle a présenté hier le projet de planification écologique devant les chefs de parti. 2 heures de présentation à huis clos. La Première ministre renouvellera l'exercice aujourd'hui devant le Conseil national de la refondation. Pour les annonces, il faudra attendre la prise de parole du chef de l'État lundi prochain. Une volonté en tout cas, parvenir à la neutralité carbone en 2050, notamment grâce au développement de la voiture électrique. Et pour encourager son usage, l'exécutif veut augmenter le bonus écologique. Entrée en vigueur de la nouvelle formule le 1er janvier prochain. Le journal officiel doit publier dans les toutes prochaines heures la méthode de calcul du score environnemental qui permettra de bénéficier ou non d'une aide de l'État. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelles seront les voitures éligibles. Et pour ça, Baptiste Morin, il faudra attendre la fin de l'année. Oui, les constructeurs ont jusqu'au 10 octobre pour déposer les dossiers de candidature de leur modèle. Mais le verdict, lui, ne tombera que le 15 décembre. Un planning serré, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile chez SIA Partners. On sait que cette éligibilité, ça aura beaucoup d'impact sur les volumes de vente de tel ou tel modèle. Donc ça laisse assez peu de temps ensuite aux industriels et aux concessionnaires pour s'adapter et faire évoluer les volumes de stock en fonction de ce dont auront besoin les consommateurs au vu de l'éligibilité du bonus écologique. Les critères du bonus écologique nouvelle formule, eux, sont connus. Matériaux utilisés lors de la production, impact environnemental de l'usine via sa consommation énergétique, technologie de la batterie ou encore bilan environnemental du transport du véhicule jusqu'à la concession. Au bout du compte, un score environnemental noté sur 80 reste à connaître. Le niveau du bonus aujourd'hui, il est de 5 000 € et peut atteindre 7 000 € pour les plus modestes. L'exécutif veut gonfler cette majoration, mais c'est le projet de loi de finances qui devra trancher la question.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Un électrochoc à tous les niveaux. Voilà ce que Gabriel Attal demande à l'éducation nationale. Faire sa révolution en matière de lutte contre le harcèlement scolaire. Le ministre l'a dit aux recteurs d'académie convoqués en visioconférence. Il leur a demandé un audit sur les situations de harcèlement relevées durant l'année scolaire précédente. Conclusion attendue dans un mois pour changer ce qui ne fonctionne pas. Et on va regarder justement comment cela se passe aujourd'hui concrètement. Louise Sallet, comment un rectorat doit-il réagir lorsqu'un cas de harcèlement est porté à sa connaissance ? Alors dans chaque rectorat, il y a un référent dédié à la lutte contre le harcèlement qui traite des cas les plus graves qui lui sont remontés par des chefs d'établissement ou par des familles qui se plaignent d'inaction à l'égard de leur enfant harcelé. Cette personne entre ensuite en contact avec les équipes pédagogiques, les parents d'élèves, les enfants impliqués pour organiser une médiation, mais ce n'est pas systématique. Jean-Pierre Bellon est fondateur de l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. Ce que dit très clairement le Code de l'éducation, c'est le droit pour chaque élève de suivre une scolarité sans harcèlement. Après, il n'est mentionné nulle part qu'il y a une obligation pour les rectorats de traiter les situations. Et je crois qu'il est très important que le ministre dise très clairement à tous les rectorats qu'il y a obligation à traiter systématiquement toutes les situations. Par ailleurs, à la fin d'une médiation avec le rectorat, si celle-ci a pu avoir lieu, c'est au chef d'établissement de décider d'éventuelles sanctions. Et il peut ne rien se passer si celui-ci arrête de s'en occuper. Le renvoi de balle peut ainsi durer pendant de longs mois entre écoles et administration. Louise Sallet, spécialiste éducation à Europe 1. La Coupe du Monde de rugby, Europe 1, radio partenaire, vous le savez. Le 15 de France est en train de préparer son rendez-vous contre la Namibie avec déjà un œil sur la suite du tournoi. Match prévu jeudi soir à Marseille. Le sélectionneur Fabien Galtier dévoilera la composition de son 15 de départ à la mi-journée, mais le secret a été en partie levé hier. Il suffisait d'assister à l'entraînement des Bleus et c'est ce que n'a pas manqué de faire le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat, reportage. Chasuble bleu contre chasuble blanche, si l'on en croit les formations qui s'opposent à l'entraînement, les titulaires devraient reprendre leur place dans le 15 de départ car les grands rendez-vous approchent et il faut s'y préparer selon l'entraîneur des avants, William Servat. Le match de la Namibie est un match qui va nous permettre de monter également en puissance. C'est quelque chose qui a été quelque part programmé au niveau préparation physique. Aujourd'hui, la composition d'équipe en fait était ainsi faite qu'on essayait de faire en sorte que nos joueurs puissent être le mieux préparés possible pour le match de l'Italie, pour le quart de finale, pour les matchs qui comptaient. Et c'est des moments qui approchent à grands pas aujourd'hui. Les Bleus qui ont bien conscience de leur prestation décevantes face à l'Uruguay, mais le moral et l'implication sont bien là, rassure le troisième ligne Paul Boudouin. Il y a quand même eu de la frustration parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, mais du staff ou des joueurs, on est tous solidaires, que ce soit ceux qui vont jouer, ceux qui jouent pas, tout le monde se fait travailler. On a tous le même objectif, de toute façon, c'est d'arriver au bout et d'être champion du monde. Donc en ayant cet objectif commun, voilà, tout le monde joue le jeu et on se donne à 100%. Et le sélectionneur Fabien Galtier annoncera tout à l'heure en fin de matinée sa composition d'équipe pour affronter la Namibie. Aix-en-Provence, Stéphane Burgat, Europe. Le football avec le retour de la Ligue des Champions. Première journée et un choc d'entrée ce soir pour le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. C'est à 21h au Parc des Princes. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.